Allez, bien l'ensemble à tous et à toutes et bienvenue dans une odyssée palpitante au confluent de l'actu people et de la polémique. Pipolémique, l'émission polémique ou PPLK pour les plus intimes. Et vous le savez, leurs avis et commentaires vous donneront des idées sur la perception idéologique de notre invité ainsi que des échanges qui auront lieu dans quelques instants sur ce plateau. Marie-Dominique, Annie-France ainsi que Yann Cédric sont à partie. Bonsoir les amis. Bonsoir Yves. Ça va bien déjà? Ça va. Deuxième jour de l'année, on espère que l'année démarre bien, on aura une belle année, heureuse année 2022 à tous et à toutes encore Merci une fois. beaucoup, à toi aussi. Oui, on espère que ça va bien se passer. Allez, au cœur de notre sujet du jour, la symphonie inachevée de l'artiste ivoirien Spyro, pourtant une belle promesse d'antan, des chevaliers du temps en passant par les Kingston Gangsta au Jamo Band. Nous poserons des questions pour avoir une lecture rationnelle sur la carrière de cet artiste. Échange auquel vous pourrez d'ailleurs prendre part à travers le procédé participatif suivant. Ne vous inquiétez pas, votre nom et prénom, numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran 01 03 00 33 33 et derrière vous pourrez être sur ce plateau en studio avec nous, poser votre question directement à notre invité. Sur le digital, nous sommes également présents en live, nous sommes sur le profil de la page Facebook officielle de la 3. N'hésitez pas à poser bien sûr vos commentaires au bas de votre petit écran et comme le dit si bien Annie, mettez les cœurs. Et partagez ce direct. Surtout, et taguez vos amis et vos ennemis, c'est voilà. important. Ennemis aussi, elle est là. Non, pas regarder. Compliqué à taguer, hein, les ennemis. De toutes les façons, nous sommes un peu partout en ce qui concerne le digital, sur toutes les plateformes digitales. N'hésitez pas à profiter de ces canaux et puis à interagir avec nous. D'ailleurs, comme l'affichent les icônes au bas de votre petit écran YouTube, Instagram, Twitter, ainsi que Facebook. On aura également la question du sondage sous peu. En attendant, pour ceux qui sont très télé, basculez sur les différents canaux que sont 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3. Ça concerne les abonnés de la TNT. Nous vous saluons comme tous les soirs d'ailleurs. Bien sûr, Mariam Diaby qui nous suit depuis le début de l'aventure. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et puis je vais en Suède souhaiter un très joyeux anniversaire à Madame Tano qui nous suit de la Suède depuis très très longtemps. C'était ton anniversaire hier. Joyeux anniversaire Madame et on espère que vous aimerez ce moment. Happy birthday Happy Madame birthday. Tano. Un grand coucou à Erika Kakou et à Yolande Sekan qui nous suivent depuis très longtemps aussi. Merci beaucoup et bonne heureuse année à vous, mesdames. Je suis avec Vini Tago et Kim Andrea Boss. Merci de nous rester fidèles sur ce programme. Bienvenue à tous et à toutes encore une fois et au sommaire de ce deuxième numéro de l'année. Faire le déballage des dossiers des Vos People est la mission que nous nous sommes assignée. PPLK reçoit un pion du reggae ivoirien pour dresser le bilan de son parcours. De plus, Spyro répondra aux questions de nos polémistes et se soumettra allègrement à la question Modia. A tout de suite. Allez, dans le contenu de ce numéro de PPLK, la carrière du talentueux chanteur reggae, le nommé Spyro Fireman. Dans quelques instants sur notre plateau, on parlera entre autres des différentes écoles dans lesquelles il est passé pour bâtir cette carrière qui est la sienne, sans oublier sa percée sur le marché international, avant d'aborder bien sûr le Burida ainsi que son actualité avec la sortie de son nouvel écrin baptisé Na Yakimi. Allez, tous à vos canaux pour faire cette émission avec nous, mais surtout poser vos questions à notre invité ou lui envoyer tout simplement un message. Parlons de lui, sachez que c'est un chanteur, un artiste-chanteur reggae. En 2002, il intègre le fameux orchestre Kingston Gangsta avec lequel il sort Jobless en 2005. 3 ans plus tard, soit en 2008, il se lance dans une carrière solo avec son premier album Jamo Jamo en langue baoulé qui veut tout simplement dire Dieu merci. Et c'est le début d'une aventure qui se poursuit et le mène ce soir ou cet après-midi, c'est selon sur le plateau de PPLK. Dans tous les cas, aidez-nous à recevoir s'il vous plaît Spyro Fireman! Yeah, man! Spyro! Sur les antennes de la 3 et dans PPLK! Un des nombreux fils de Jah! Oui, que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Peace and love, peace and love, peace and love. Ne pisse pas dans mon love, comme on dit. Spyro, reçu avec beaucoup de révérence, de déférence sur le plateau, reçu avec les honneurs dus à son talent parce que c'est un chanteur pétri de talent, c'est surtout une voix mais une plume affinée avec la plus belle tendresse et nous saluons ce talent qui n'est autre que cet artiste. Spyro, Pour tous les amateurs de reggae, tous les mélomanes, ils sont unanimes. Quand tu dis Spyro, on dit waouh, talentueux. Merci, ça fait plaisir. C'est vrai au moins. Au moins. Oui, ça fait énormément plaisir Ouais. de savoir que le travail qu'on fait ne passe pas inaperçu. Oui.
Donc, ça nous donne aussi encore plus d'énergie pour continuer à bosser, tu vois. Ouais. Dans tous les cas, bonsoir et bienvenue à la maison. Bonsoir déjà à toutes et à tous. Et puis, je peux vous souhaiter en même temps meilleur vœu. Heureuse année également à toi, 2022. Beaucoup de santé. Alors, comment ça va et comment démarre cette année 2022? Écoute, je me porte bien. Dieu fait grâce, on rentre en 2022 avec beaucoup de bonne énergie. Ouais. C'est déjà une grâce. Et je me porte super bien. Donc, on travaille dans l'ombre, mais on avance tout doucement. Tout doucement, mais sûrement. Et déjà avec cette actualité, hein, la sortie de ce single, de cet écrin dont je parlais, Naya Kimi. Naya Kimi. Naya Kimi, ne me laisse pas embauler. Ouais. On en parlera un peu plus longuement dans le cours de cette... mais c'est quoi ça faisait combien de temps que tu n'avais pas sorti de projet? Et écoute, mon dernier album est sorti en 2016. 2016. 2016, 5 ans quand même. 2016, mais ça m'a permis quand même de tourner. Ouais. Et jusqu'en 2018, 2019, jusqu'à ce qu'on arrive avec la situation de Covid qui a un peu fragilisé toutes nos activités. Donc bon, en même temps, ça nous a permis de prendre un peu de recul pour commencer à réfléchir autrement et puis se réinventer, tu vois. Ouais. On va dire que c'était une pause, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, une pause stratégique qui s'est imposée à nous. Ismaël Isaac a fait 14 ans avec Maïmanko. Ouais. Voilà, donc tant que l'album est bon, qu'il est exploitable, il faut toujours le mettre en valeur. Donc pour moi, c'était dans la même continuité. Donc 2016, après 2018, je n'irai pas encore en Espagne. Je vais jouer là-bas, je reviens encore. Et puis bon, entre-temps, il y avait d'autres projets sur place ici au pays où on essayait de développer. Je n'étais pas seulement que chanteur, parce que j'étais aussi animateur radio, j'avais des projets d'émissions télé, donc on essaie de toucher un peu à tout, quoi. Voilà. Dans tous les cas, la carrière de Spyro passée au peigne fin et revisitée dans cette émission. N'hésitez pas à vous joindre à nous, vous le savez, pour poser vos questions directement à notre invité qui est bel et bien présent et qui se fera le plaisir, bien sûr, de répondre. Spyro, ou l'un des rares gardiens du temple reggae. On fait un clin d'œil à tous les aficionados de ce genre musical avec toutes ces déclinaisons du reggae en passant par la dancehall et toutes les sensibilités provenant de ce genre musical. En tout cas, on a un digne représentant et un digne ambassadeur avec nous. N'hésitez pas à lui poser directement vos questions. L'amour du reggae, ça commence comment et de quelle façon? On est tous passés par le zouglou, un peu de hip-hop, mais j'ai jamais été bon rappeur. J'étais un rat qui avait peur, comme j'aime bien le dire. Un rat qui avait peur. Mais j'aimais bien danser. Voilà, j'étais bon danseur, hip-hop, mais c'est les vieux pas de danse, non, ne demande même pas d'être dans l'actualité, quoi. Puis après est venu le mouvement reggae. Mais le reggae, si tu veux, moi, j'ai écouté beaucoup Kajim, en fait. J'écoutais beaucoup Kajim. Et puis je vois quelqu'un qui chante en langue. Je me dis, tiens, bon, c'est vrai qu'on écoute les Bob Marley, on ne sait pas de quoi il parle, mais on aime déjà la vibration que ça donne, tu vois. Et puis quand on demande, mais de quoi il parle dans la chanson, quand on explique, tu vois que les messages sont profonds. Donc si tu veux, c'est à partir des Kajim que j'ai commencé à m'intéresser au reggae, en fait. Mais au début, j'étais plus dancehall raga. Vu que c'était encore l'époque de Chaka Deminus, comment il s'appelle, la Shabba Ranks. Donc c'était vraiment ragamuffin, quoi. Yellowman, donc on était plus ragamuffin, vu que c'était plus dansant. Pour autant, Kajim qui t'inspirait, qui chantait en langue, on avait d'autres artistes dans le temps. Alpha Blondy également, chantait en langue. Alpha chantait en langue, Ismaël Isaac en langue. Kenja aussi. Larry Sheik, Tikenja, Ahmed Faras. Mais pourquoi Kajim spécifiquement? Oui, parce que moi je suis baoulé, donc je comprends mieux ce qu'il dit. D'accord. Voilà, je suis baoulé, donc je comprends mieux ce qu'il dit. Et pour moi, déjà, c'était c'était le meilleur chemin qu'il avait tracé, que moi je pouvais venir grandir, tu vois, non? Donc ça m'a un peu facilité ma vision. Je me dis, tiens, s'il lui chante en baoulé, c'est que moi je peux chanter en baoulé aussi. Voilà, donc c'est comme ça, c'est parti. Et à quel moment finalement tu décides de donner un cachet particulier à ta carrière en intégrant justement le CTO? En fait, pour le CTO, moi quand j'étais à Boaké, on était plus dans l'underground. Donc au sein du CTO, tu avais des rappeurs, des toasters, des chanteurs. C'était un mouvement qu'on avait créé pour pouvoir valoriser la culture au niveau de Boaké. Et donc au niveau du CTO, moi j'étais déjà dans l'underground, mais dans l'apprentissage en fait. Nous tous on venait essayer de partager un peu nos petites connaissances, on s'entraidait, on travaillait ensemble. Donc, et après, progressivement, on a commencé à se rapprocher de Naftali, qui venait très souvent à Boaké et qui nous donnait les conseils. À l'époque Fantôme. Fantôme à l'époque, voilà. Et donc, Kajim venait jouer au campus de Boaké, nous on venait assurer la première partie. Donc, si tu veux,
C'est après que quand Olivier Blé, Olivier Blé allait installer son studio à Boaké, on s'est dit qu'il n'y avait pas meilleur canal qu'à exploiter le studio d'Olivier, vu que c'était un studio qui respectait les normes de qualité d'écoute internationale. Donc du coup, on a commencé à s'organiser pour chercher à faire une compile, et puis après est venue la crise. Donc, les Chevaliers du Temple oublié, que Yann Sédéc a défini par le sigle CTO, on finit par être oublié. Oui. Mais si tu veux, on l'a prophétisé, et la prophétie s'est réalisée. On a justement été oubliés. Mais comment vous avez eu l'idée justement de vous faire appeler Chevalier des Temples? En fait, on voulait rester dans l'esprit de l'ancienne vie, tu vois, où on est dans le royaume, où c'est les chevaux, c'est les chameaux, donc on se voit un peu comme des guerriers, en fait, si tu veux. C'était un peu une appellation un peu à l'innocence dès le départ, mais dans le fond, on voulait garder notre originalité africaine. D'accord. Et donc, d'où on est parti de chevalier, où à l'époque, c'était les chevaux, le temple, ou le royaume, et puis voilà. Mais on parlait du oublié parce qu'on s'est dit que parmi nous, il y avait des diplômés qui étaient sans emploi, il y avait... Donc, si tu veux, on se dit qu'on était un peu oublié par le système. C'était une revendication, une forme de revendication qui... Donc, c'est comme ça qu'on a raison. Et tu étais lead vocal à cette époque-là? Non. Je n'étais pas lead parce qu'on était un groupe, comme je le dis là. Parmi nous, il y avait Black Moja, lui qui chantait, et puis son second rappeur, il s'appelait Tassiga. Aujourd'hui, maintenant, il est au Sénégal. Moi, j'étais en solo. Et il y avait un autre... Il y avait beaucoup de rappeurs. C'est-à-dire, on était comme ça, un mouvement qu'on a décidé de se mettre ensemble pour apporter... Des rappeurs qui veulent faire du reggae, apparemment. Non. Il y avait des rappeurs. Il y avait des rappeurs dans la bande. Il y avait des chanteurs, il y avait des toasters. D'accord. Voilà. Et tout ceci donnait une musique assez particulière. Déjà, à l'époque, vous interprétiez les chansons de Kajim? Non. À l'époque, moi, j'étais plus... comme je dis, j'étais plus Zouglou. On écoutait beaucoup de rap, mais quand j'ai commencé à me rapprocher du reggae, et c'est là que j'ai commencé à écouter Kajim, donc les tontons David, les chansons, les reggae français et autres. Donc c'est quand je suis arrivé à Abidjan que j'ai commencé à plus m'intéresser à ces différents styles de chanteurs. Là. Voilà. Alors, les Chevaliers du Temple, oubliés une fois. Plusieurs fois oubliés. Frappe à la porte un band, un orchestre que vous formez. Hein. J'espère que je suis sur la bonne voie. Le Kingston Gangsta. Comment se forme le Kingston Gangsta et comment tu fais ton entrée au sein de cet orchestre qui, des années après, continue de rester dans la tête des gens? Alors, pour le Kingston Gangsta, quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai mon grand frère Personam qui était un excellent musicien. Il s'appelait Wami Amiezan. Et donc, lui, il donnait des coups de guitare au bassiste Mandroga et au guitariste Hughes, vu qu'on était tous dans le même quartier à Makori, là. Et donc, il y avait un espace qu'on appelait le Kingston à l'époque. Donc, les gars, ils partaient jamais. Et donc, moi, j'ai commencé maintenant à bosser les chansons de Kajim, le reggae français et autres. Et il y a le bassiste qui s'appelle Mandroga qui m'appelle, il me dit, mais écoute frère, j'ai vu que tu chantes. Nous, on a un club, là, on a un espace là-bas où on va jammer. On n'a pas de cachet vraiment comme tu dois, mais j'ai vu que tu chantes, ça serait intéressant que tu viennes bosser avec nous. Mais moi, à la base, je faisais déjà les chœurs, vu qu'à Boaké, je fais la chorale, donc j'étais plus à l'aise dans les chœurs. Donc j'ai dit, bon, je vais venir apprendre à faire du live. Mais je vais plus rester dans le côté des chœurs, voir mieux développer, puis progressivement, s'il y a la capacité de venir devant. Et puis ça se fera. Donc c'est comme ça que j'ai intégré le Kingston Gangsta par le biais de Le Chat, qui à l'époque était le chef d'orchestre qui a fondé d'ailleurs le groupe. Et donc c'est comme ça que j'ai intégré le Kingston Gangsta. Donc je faisais les chœurs avec une sister qui s'appelle MP. Et il y a une autre qui s'appelle Flo maintenant qui est en France. Et donc c'est comme ça progressivement, j'ai commencé à bosser les chansons. Et puis un jour, il y a un vieux père qui est venu, il dit, mais toi, petit, tu chantes bien dans les chœurs là, mais viens devant, on va voir ce que ça donne. Et donc moi, c'était les premières chansons de Kajim, les tontons David, les reggae français que je connaissais. Et puis c'est parti. Et quand j'ai commencé à chanter, ils ont vu que j'avais beaucoup d'énergie. Ils m'ont dit, mais tu es en train de faire les chœurs alors que tu as ta place devant ici. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, d'accord, je vais commencer à bosser les chansons maintenant, mais en anglais. Mais comme je ne parle pas anglais, donc j'ai commencé à chanter en phonétique. Et si tu veux, je me suis dit, bon, Le Chat déjà qui interprétait du Lucky Dubé, du Bob Marley Alpha, j'ai dit, moi je vais faire du culture. Le Chat à l'époque, c'était lui qui avait les cheveux très longs, un peu. Pas qui avait, ça y est encore là. Ah d'accord, voilà. Et donc, mon grand frère écoutait beaucoup culture. J'ai dit, moi je vais interpréter du culture. Et j'ai vraiment aimé culture, quoi. Donc j'étais, si tu veux, l'un des premiers gars à interpréter culture. Donc j'avais au moins 1h45 de culture dans mon répertoire. Et après, j'ai dit, bon, il faut que je varie un peu mon répertoire. J'ai commencé à faire du Benny Spear, Ajaman. Maintenant, j'ai rentré dans Dancehall, Anthony B, Capleton, bref.
Alors, j'avais au moins 6 Est-ce heures. que tu peux nous faire revivre au point, ne serait-ce qu'en un seul instant, un petit moment, c'est un style de culture, une chanson de culture. Only way in my life, Marcus Garvey speak. Yeah. We came in over that year, in a year. Ah, ça a été Ah, c'est des cours, hein. One Stone, bon voilà. Ouais. C'est le vieux classique qu'on a fait, bon, puis après. Donc c'est comme ça que Kingston Gangsta a commencé. Tu as bâti hein, une grande partie de ta réputation au sein du groupe Kingston Gangsta Oui. en tant que lead vocal. Oui, on était deux. Vous étiez deux avec le Chat et chat. moi. Oui. Finalement, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience de vie? Qu'est-ce que le Kingston Gangsta, artistiquement, t'a apporté? Le Kingston Gangsta, j'aime bien le dire, ça a été ma première école. Donc j'aime bien dire EPP Kingston Gangsta. Parce que je savais que j'ai tout appris en fait. Ouais. Si je ne m'avais pas donné cette ouverture, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc je dois vraiment une bonne partie du début de ma carrière à Kingston Gangsta. Quoi, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu maîtriser le live, faire de la scène. Et ça reste là, quoi, tu vois. C'est une famille, je leur dois tout, quoi. Vous avez marqué les esprits. Hein. Ah oui, justement. Véritablement, jusqu'à présent d'ailleurs, Ouais. on continue d'en parler, Kingston Gangsta. C'est clair que je suis en solo, mais le groupe, il existe toujours. On continue de travailler ensemble. Quand j'ai des projets, je les appelle. Des fois, j'ai besoin de 1 ou 2 musiciens dedans. On travaille, l'esprit est toujours Ça ne là. résonne pas comme une D'accord. symphonie inachevée, le Kingston Gangsta, pour le talent qui était perçu, pour la carrière que cet orchestre a eu finalement? Moi, je pense qu'on a été peut-être pas... On n'a pas eu vraiment de bons coachs derrière. Le talent était là, mais tu sais, ça ne suffit pas. Il faut avoir toujours des gens pour conseiller. On avait eu la chance de tomber sur Jean-Marc Guirandou, personnel, qui, lui, voulait nous coacher et nous encadrer. On était partis pour un projet d'album. Et puis, bon, malheureusement, voilà. C'est bon de sortir un album, mais aussi, il faut avoir les moyens pour faire une bonne promo. C'est sûr. Et ça, c'était encore difficile, tu vois. Il n'y a pas eu de promo? Et il n'y a pas eu de promo, l'album, mais si tu veux, on a réussi, nous, à imposer la promo à notre manière, vu qu'à cette époque aussi, on jouait dans beaucoup de clubs, donc on profitait en interprétant aussi de faire découvrir nos chansons qui sont sur ce test d'album, mais ça ne suffisait pas. Mais bon, on s'est dit, ça a été une première expérience. On l'a tenté, l'album a été bien apprécié, mais on n'a pas bien exploité. Et alors, pourquoi tu es parti? Non, je ne suis pas parti du Kingston Gangsta. Comment ça s'est passé, Je pense alors? que je dirais qu'il y a eu juste une incompréhension entre nous. On était d'un groupe. Entre qui et qui? Non, entre nous, il y avait eu Dans le une groupe, incompréhension. d'accord, dans le Membres du Il y avait eu une incompréhension, c'était la démocratie. Donc quand on décide, on prend certaines décisions, c'est la majorité qui remporte. Donc souvent... C'était quoi Et- l'incompréhension? donc je pense que j'avais un problème de communication. Il y avait un problème de communication. Toi, Moi, par exemple... Qui avait le problème de communication? Non, entre nous. Entre vous. Entre nous. Ok. Moi, par exemple, tu vois, quand on a sorti l'album, je ne voulais même plus faire d'interprétation. Parce que je me dis qu'en termes d'interprétation, on a déjà donné ce qu'il fallait. Effectivement. Les gens, ils ont vu ce qu'on a en nous. Maintenant, on a sorti un album. Il faut maintenant montrer aux gens que voici ce qu'on fait quand on interprète, mais voici maintenant ce qu'on a de nous. Mais quand souvent on a des grosses scènes, les choix des morceaux qu'on doit jouer, quand on dit on doit jouer quoi, on dit bon, Tangara. Il y a un qui dit on va jouer à Prize. J'ai dit mais nos chansons, moi, tu vois, il y avait eu beaucoup. Tu sais, il y avait un problème. Le fait, la place que tu occupais dans le groupe, le charisme et l'aura que tu avais, ce que tu incarnais, finalement, lorsque tu pars, Tu pars avec. tu pars avec tout ça. Et le constat qui est fait, hein, le constat que tous les professionnels ou les mélomanes du reggae ont fait, c'est que dès que tu es parti, le groupe a commencé à s'effriter. C'est à partir de ce moment que finalement Kingston Gangsta tombe dans les oubliettes. Mais écoute, c'est le destin qu'il a voulu aussi. Hein. Voilà, tu sais, chacun son étoile. On aspire à beaucoup de choses, tu vois. Même quand j'étais avec le Kingston Gangsta, j'ai eu beaucoup de propositions, beaucoup d'opportunités. Je me rappelle, John Jay avait fait venir des musiciens italiens à l'époque qui cherchaient un chanteur. Et parmi les musiciens, il y avait un prof de musique, donc j'avais toute cette chance-là à saisir et puis parti. Mais je leur ai dit que l'offre était intéressante, mais je suis avec le groupe. Et moi, je suis très loyal. Quoi. Quand, quand on est parti pour un projet, on va jusqu'au bout. Et puis après, si ça ne va pas... Mais, Alors finalement, destin ou pas, on est obligé de se poser la question pour essayer de tenter d'approfondir, puisqu'on se base sur le constat. Le constat, c'est que une fois que Spyro part de Kingston Gangsta, le groupe commence à s'effriter finalement. Non, mais le groupe était toujours intact. Oui, toujours Quand je intact, partais, si. hein. Mais Parce que finalement, le ça n'a chat- plus la lumière que le groupe avait finalement. C'est pour ça que je dis peut-être que c'est le destin qu'il a voulu aussi. Justement, Mais quand du je coup, partais du destin ou Kingston pas, Gangsta, on peut se poser la question, celle de savoir si finalement Spyro et les Kingston Gangsta n'auraient
n'ont-ils pas eu beaucoup plus de succès ensemble? On se pose la question, on en parle tous ensemble avec bien sûr les téléspectateurs et internautes qui nous suivent puisque cette émission elle est participative. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'en restant dans Kingston Gangstar, la carrière n'aurait pas eu... C'est clair que le départ d'un lead vocal va avoir forcément des répercussions sur le groupe, mais en même temps dans le groupe il n'était pas seul. Il y avait le chat aussi qui était lead vocal. Donc, mais cristallisait une bonne partie de oui, on va dire non, mais le chat est arrivé avant. Le chat, alors que le chat le chat était là avant, il avait plus de charisme. Lui, on a essayé de le pousser un peu plus tard. On a essayé de lui dire, tu peux chanter, vas-y, va devant. De la même façon qu'il est parti, le chat aurait pu pousser un autre chanteur. Je pense que c'est l'esprit d'équipe qui devait planer sur le groupe. C'est de se remettre en question, de se rebooster et de se dire, oui, il y a un membre qui est parti, mais il faut faire en sorte que les gens ne le sentent pas. À un moment donné, quand quelqu'un s'en va, il ne faut pas relâcher parce que le groupe ne se reposait pas uniquement sur lui. Et puis, quand on a un talent, on a essayé quelque chose dans un groupe, il faut aussi se poser la question, il faut se projeter, il faut se dire, est-ce que je peux y arriver tout seul? Est-ce que tout seul, je peux mener une bonne carrière, une carrière à l'international? En même temps, pardon de t'en déraper, en même temps, quand il sort du groupe, il commence sa carrière solo. Ça marche bien. Djamo, on voit le Roland que ça a eu. Voilà. Du coup, les autres se posent des questions. Mais pourquoi pas moi aussi? Je peux faire un solo. Ça va bien marcher. Et petit à petit, de fil en aiguille, c'est pas très évident. Il faut que le groupe soit véritablement justement, il fallait que le groupe soit soudé, il fallait que le groupe soit organisé, il fallait que le groupe ait des objectifs bien précis. Je prends l'exemple du groupe Kif No Beat. Chacun allait faire des carrières solo, mais le groupe est toujours là. Ils ont donné un beau concert au Palais de... Oui. Il n'y a pas un qui est sorti et le groupe est resté. Justement. Donc c'est un peu différent. Je continue sur ce que tu avais dit tout à l'heure. Chacun aurait pu dire pourquoi pas moi? Est-ce que je peux pas essayer une carrière solo? Mais même comme ça, on aurait pu garder l'esprit d'équipe. C'est-à-dire, on va essayer une carrière solo. Et on revient, on écrit des chansons pour le groupe, on écrit aussi des chansons pour... Sauf que dans le cas de figure, dans cette configuration, c'est différent. Lui, Qu'est-ce qui est différent? Il n'est pas parti pour revenir. Il n'est pas parti pour garder comme Kif No Beat. Non, il est parti, et il travaille toujours avec le groupe. Il travaille toujours avec le groupe, il a dit. Même comme ça, je veux dire, il ne faut pas laisser le groupe reposer sur une seule personne. Quand on fait un groupe de chanteurs, c'est tous les membres, c'est chacun des membres qui apporte un petit quelque chose pour faire le groupe. Voilà. Donc, quand une personne part, il faut trouver le courage et la force de continuer. Et c'est ce qui n'a pas été, malheureusement, donc pour les autres membres. Le départ de Spyro ne constitue en rien le succès, c'est pas une excuse. Qui d'autre a un avis concernant cette question? Yann Sédé. Très rapidement, est-ce que Spyro aurait-il pas connu beaucoup plus de succès en restant avec le groupe? Ouais, il aurait connu le succès parce qu'il était très bien parti. Il était très bien parti. Il était très bien parti. Quand il raconte la généalogie de ce groupe-là, de la naissance jusqu'à aujourd'hui, on sait que c'était une famille. Il y avait peut-être des frictions au sein de la famille, comme dans toute autre famille. Effectivement, je ne sais pas combien de membres composaient ce groupe. Je suis un peu intriguée quand il me dit... 6. Et je suis un peu intriguée quand il me dit que c'était une question d'interprétation entre 6 personnes. Est-ce que c'est ça qui doit être la raison? C'est un exemple parmi tant d'autres. Effectivement, j'aurais aimé que tu cites d'autres exemples, mais c'est pas grave. Alors, oui, effectivement. Il était peut-être un peu plus ambitieux. Il avait peut-être un peu plus envie de passer un cap. De voir ses limites aussi. De grandir, puisque l'interprétation, ils avaient déjà survolé les plus grands. Finalement, ils avaient besoin de s'affirmer personnellement. Est-ce que pour passer un cap, on a besoin de lâcher un groupe? Est-ce que pour passer un cap, on doit laisser ce groupe-là? Si le groupe n'entend pas raison. Non, mais forcément, le groupe entendra raison forcément. Si vous êtes mis ensemble, vous êtes des humains. Les lois ont été pensées par des humains. Il y avait un problème de communication. Des règles ont été pensées par des humains. Donc cette communication aurait pu... J'ai pas fini. Jocelyne Bérois elle a fait projet solo. D'accord, il a des projets solo, mais ils sont toujours revenus Kassav. D'accord. Donc que je parte en faire un projet solo. Donc tu es en train de dire sur ce plateau que tu es toujours dans le groupe, hein? Mais c'est ce que j'ai dit, la connexion est toujours restée. toujours dans le groupe. En fait, le problème c'est ça aussi, Yves. Quand ils partent d'un groupe, ils n'affirment jamais qu'ils sont partis. C'est toujours, on est toujours ensemble. Parce qu'on continue à travailler. À la différence au Spyro, pour parler de l'exemple de Kassav, à la différence, Kassav a eu le temps d'avoir un nom. Alors que pour le groupe Kingston Gangstar,
ça commençait à peine. Aujourd'hui, on en parle encore. Oui, à part des C'est un nom qui est à part des resté. professionnels. Je pense que Ils existent encore. des fans du reggae, peut-être qu'ils le savent. Sinon, voilà. tout le monde ne C'est sait pas pas une qu'il y avait échelle Kingston. populaire. Exactement, Kingston Gangsta qui. Avec toutes les tournées. Pardon, mais si tournées. tu vas dans la rue, tu Attends, demandes Kingston Gangsta, on va réfléchir se pendant poser des 10 minutes questions, pour savoir Ah de ouais. qui il s'agit en fait. Ouais, Ça aussi le problème. Ok, je respecte. Je respecte. Ton avis déjà sur ce qui a été dit, sur ce que tu penses du fait que peut-être que si tu étais resté, il y aurait eu beaucoup plus de rôles. En même temps, peut-être que je serais parti et puis échoué aussi. Tu comprends, non? Possibilité. Voilà, il y avait toutes les possibilités. Comme je le dis, c'est le destin. Peut-être que le destin a voulu que je parte en solo. En même temps, le destin aussi a voulu peut-être que, malheureusement, les choses ne soient pas ce qu'elles auraient été. Ouais. Parce que, comme elle l'a dit, moi, mon départ, Kingston Gangsta, ne devrait pas causer de problème parce que le chat avait plus de textes que moi. Parce qu'au moment où j'arrivais, le chat, il avait déjà un double album qui était déjà là. Ouais. Donc, il y avait toutes les possibilités de l'exploiter. Et même quand je suis parti en solo, après, je me suis rendu compte qu'il y a eu aussi des soucis entre eux ou le chat après a quitté le groupe. Donc, tu comprends que le souci, c'était pas moi. Yann Cédric, Alors, destin ou... Non, mais c'est bien évidemment le destin. Il a dit Kingston Gangsta était sa première école. C'est ce qui justement lui a permis de bâtir sa notoriété. Donc tout de suite quand il part, on comprend que le mur est lézardé et beaucoup de choses peuvent se passer, il y a des fissures et tout. Et c'est quelque chose de très important, de remarquable parce que c'était un personnage très charismatique dans le groupe. Et donc quand il part, les uns et les autres commencent à se poser des questions. Donc quand Spyro décide de partir, pour tous les amoureux de Kingston Gangsta, ça sera un peu difficile mais qui pourrait remplacer Spyro? Qui pourrait venir nous interpréter des chansons? Qui pourrait entretenir l'album qu'on a fait sortir? Et comme ça, les mélomanes, les fans se laissent gagner par le découragement et finalement, le groupe n'a plus de soutien comme dans le temps. Comme dans le temps, à chaque fois qu'il faisait des représentations. À l'intérieur même du groupe, il y a un problème de communication. On part sur la base d'une interprétation, on continue d'interpréter des chansons et par la suite, on fait sortir un album. Mais il est difficile pour nous de jouer justement les chansons qui sont sur l'album. On ne fait que toujours faire des interprétations pendant que d'autres décident de mettre les chansons de l'album en avant pour qu'on soit plus connu. Donc quelque part, je ne sais pas depuis quand le groupe a été créé jusqu'à ce qu'il se disloque, mais le groupe s'est pas disloqué. Bon, jusqu'à ce que ça soit fragilisé, justement, jusqu'à ce que ça soit fragilisé. C'est un peu difficile depuis 2002 jusqu'à ce qu'on arrive à la période de fragilisation, de tout de suite identifier les chansons de Jabless. Parce que justement, on n'a pas eu l'occasion, les membres du groupe n'ont pas eu l'occasion de véritablement communiquer pour essayer de faire la promotion des différentes chansons qui figurent sur l'album. Donc, quelque part, c'est un destin, il a décidé de partir. Depuis 2008, il a pris son envol, ça marche bien pour lui. Bon, on espère que... Dans tous les cas, différentes ébauches ont été énoncées sur ce plateau. À vous, bien sûr, de vous faire votre propre idée. Quant à nous, nous allons poursuivre avec la carrière de notre invité. Une carrière solo qui a bien commencé avec Jamo Jamo, paru en 2008, qui, lui, réussit très bien. Aujourd'hui, comment tu définirais ton reggae à toi? La spécificité, on a parlé de tes influences, nommées Kaji, mais qu'aujourd'hui, quelle est ton identité? Moi, je fais du reggae. Peut-être que mon originalité, c'est le fait que je chante en langue. J'exploite la particularité. Voilà, la particularité. J'exploite plus maintenant ma langue maternelle. Donc, c'est le petit plus que j'apporte. Sinon, je fais du reggae. Voilà. D'accord. À part ta langue maternelle, est-ce que tu penses à intégrer d'autres langues? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a Oui, je chante en français. Je parlais des langues ivoiriennes. Vernaculaires. Mbete, par exemple. Ndida, oui. Ndida. J'aime bien chanter en Ndida. Et même sur mon premier album, Jamo Jamo, il y a un morceau que j'ai chanté en Ndida. J'ai même repris Kouglizia de Salouga sur mon premier album. Oui, j'ai bien aimé voilà, et cette j'adore chanter en Ndida. Ouais, sur le plan local et sur le plan sous-régional, tu n'es plus à démontrer. Le talent de Spyro est su, connu et reconnu, avec des tournées un peu partout dans la sous-région, même en Espagne, pendant un bon bout de temps à travers différentes dates. Pour autant, on s'interroge sur ta percée concernant le marché international. Spyro, avec le talent qui est le sien, avec tout ce qu'il a pu produire, aujourd'hui, à votre avis, peut-il conquérir le marché international avec le style qu'il a à travers des titres et des chansons principalement en langue? D'abord, je te pose la question, ensuite on aura un tour de table et puis on essaiera d'en parler, plus ou moins. Et tu sais, avec le temps, on acquiert l'expérience, tu vois. Et puis on essaie de tirer le positif dedans. D'accord. Je me rappelle, j'ai une amie qui m'avait invité un jour à aller jouer chez elle. Elle disait, elle voulait que j'interprète. Donc j'ai dit, bon, c'est pas bien grave, ça, c'est une soirée privée avec ses amis, tout et tout, ça se passe bien. J'ai interprété tout ce que tu voulais et puis je joue à la fin Yekolo Yemu.
Et il y avait une femme blanche là, qui est venue, elle s'est arrêtée, elle a dit, cette chanson-là, elle vient de toi? J'ai dit oui, elle dit, dans tout ce que tu as chanté, c'est celle-là que j'aime. Ouais. Bon, au début, j'hésitais. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, mon reggae, même s'il est chanté en langue qu'on ne comprend pas, mais ça passe. Bien sûr. Quand je suis allé dans ma tournée en Espagne, la plupart de mes chansons qui ont eu plus de succès, c'était des chansons qui étaient chantées en langue. Ouais. Et je me rappelle, je suis parti dans une ville à Bilbao. Et ils m'ont demandé, mais on connaît Alpha Blondy, on connaît Tikenja. J'ai dit, vous allez connaître Otis Spyro. Que comme moi, il y a beaucoup de grands chanteurs comme ça en Côte d'Ivoire. Et lorsque j'ai commencé à jouer, ils étaient dépassés de me voir prendre la scène. Et donc, si tu veux, on a tous notre place là-bas. C'est juste... Qu'est-ce qui manque alors? Je pense qu'il y a le facteur chance qui manque, mais il y a aussi le côté organisation. Ah. Moi, je suis artiste. C'est moi qui vais chercher encore le spectacle pour donner au manager, pour dire, on va discuter pour que j'aille jouer. C'est moi qui investe les rôles, tu comprends, non? Donc, arrivé un moment, ça s'impose à toi. C'est involontaire, ça s'impose à toi. Sinon, on veut tous avoir un bon staff et puis travailler quoi, de façon professionnelle, tu vois. Et en Europe, ça, c'est obligatoire. Si tu n'es pas un staff efficace, pro, ça ne décolle pas. On a déjà une piste. Alors, on rappelle que c'est la question du sondage par ricochet. Spyro a-t-il les moyens de conquérir le marché international en proposant un reggae avec des titres chantés principalement en langue? Nous en parlons ici avec vous également à travers le sondage qui a lieu sur Facebook et Instagram. Donnez votre avis. On aura les résultats à la fin de cette émission. En attendant, qu'en pensez-vous? C'est original parce qu'entendre une personne qui chante dans une langue, dans un patois typiquement africain, ivoirien, on se trouve ça exotique. Quand on va à l'extérieur, dans des festivals et tout, on se dit ah mais c'est joli, surtout avec la mélodie qui accompagne. Mais la grande question, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand, en fait, cela va continuer? Est-ce qu'il ne va pas falloir un jour métisser ou faire un brassage de cette chanson-là, c'est-à-dire apporter d'autres langues, pas sonorité, mais d'autres langues, justement, pour faire comprendre à tout le monde le message qu'on véhicule. Ils chantent une partie sûrement en français et ils chantent une autre partie en baoulé, ce qui est bien, ce qui est parfait, en fait, ce que je veux dire. Ce qui est parfait, mais sauf que ça ne va pas suffire à arriver à un moment. Il va falloir explorer d'autres horizons. Tu vas chanter en Espagne, par exemple, il va falloir que tu intègres des mots espagnols, pourquoi pas, dans ton reggae, des mots anglais dans ton reggae, parce que justement, l'anglais, justement, ça fait partie de la langue la plus parlée. C'est la langue qui ouvre, en fait, les portes. Donc, si tu chantes en baoulé tout le temps, c'est bien parce que Kajim l'a fait, mais est-ce que tu vas réussir, justement, à percer ce marché international? Participer à des festivals, c'est bien beau, mais faire un concert où on voit Spyro sur la scène dans un stade américain, français, espagnol ou même, je vous ai dit, hollandais. C'est ça en fait, je sais quand est-ce qu'on le verra. J'avais envie de te demander, Brigadier Sabari d'Alpha Blondy, c'est Djoula, mais c'est vrai que lui aussi chante en anglais. Merci. C'est ça en fait. C'est ça le truc avec Alpha Blondy, c'est ce qui est génial avec lui. Il a commencé, même Suite Fantasialo, en anglais. Quelques mots malinqués, Brigadier Sabari, lui, même tous ses titres. Quelques mots anglais. Bien sûr, il chante en malinqué, il met quelques mots anglais. Au moins, c'est ça qu'on demande en fait. Parce que typiquement, du baoulé, c'est bien parce que ça nous fait... tu exportes cette langue-là, ça te fait connaître, ça nous fait connaître aussi. À l'extérieur, on sait qu'il y a une langue qui est parlée en Côte d'Ivoire qui s'appelle le baoulé, mais... Et après, qu'est-ce qu'on fait? Marie-Dominique, qu'est-ce que tu reproches à l'argumentaire d'Annie France? Ce que je lui reproche à son argumentaire, c'est que j'ai l'impression qu'il faut mettre en avant les autres langues et cacher les nôtres. Parce qu'universel, peut-être. Parce qu'universel, mais ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de mettre en valeur ce qu'on a. Comment est-ce que ces langues-là sont devenues universelles? C'est parce que ceux qui avaient ces langues-là ont su les mettre en valeur. Ceux qui avaient ces langues-là les ont imposées. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'imposer nos langues aussi. C'est peut-être l'Afrique. On su les mettre en valeur. Donc savoir les mettre en valeur, c'est suppose qu'il faut que le message passe. Et pour que le message passe, il faut que, peut-être que, comme Annie l'a dit, métisser un peu son langage. Autant tu parles en baoulé, autant c'est une piste. La signification c'est une piste. Alors, il y a une chose magnifique que j'ai vu faire par Alpha Blondy. Je pense que c'était un concert en Angleterre où il devait chanter une chanson en malinqué. Qu'il a fait, puisqu'il parle un peu il parle bien l'anglais, pardon. Alors, il a expliqué la chanson à son public, qui était un public anglophone, il y avait beaucoup de blancs. Il a expliqué la chanson et il a commencé à chanter. Et une autre chose qui était bien, c'est qu'il leur a demandé de faire le refrain.
Alors par là, ce qu'il fait, c'est qu'il apprend sa langue maternelle à son public. C'est ce qu'il faut faire. Je pense que l'Afrique, en ce moment, est très demandée. Ouais. Les langues africaines sont demandées, les vêtements africains sont demandés, la culture africaine est très demandée. On a envie de savoir, on a envie de la connaître, de se l'approprier. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas la cacher, il faut la mettre en valeur. Il faut continuer. Spyro doit continuer à chanter ses chansons en baoulé. Il connaît bien les scènes internationales, il les a foulées avec son groupe, il les a foulées tout de suite, tout seul. Il vient de l'Angleterre, donc il doit continuer. Il a fait plusieurs festivals. Mais je pense que la langue ne définit pas le succès international, mais c'est ce qu'on en fait. Comment est-ce qu'on l'utilise? Quel est le message qui est derrière? Et ensuite, il y a la machine qui est derrière. L'organisation, celui qui va chercher les spectacles, celui qui va faire la promotion, les sponsors, tout ce qui est derrière. Donc, il y a un petit truc que je vais mentionner. Oui. Lorsque je suis allé en Espagne, pour moi, le meilleur souvenir, c'était quand j'ai fait chanter les Espagnols en baoulé. Ah ben voilà. Ça, c'est trop beau. Et c'était un refrain lié, Chloé, mais à l'unisson, ils ne connaissent pas la chanson. Mais dès que j'ai entendu net, là, c'est parti. Ils suivent. J'ai souffert, même chose, pareil. C'est ce que voilà. Il y a un côté exotique. Voilà, et donc, en même temps, ça vous dit une chose. Aujourd'hui, les Jamaïcains commencent à se rapprocher vers l'Afrique. L'Afrique, c'est le moment de Ils commencent à faire des feats avec les Niger, avec les Ghanéens et autres, parce que au début, les Jamaïcains étaient Il n'y a pas que les Jamaïcains qui font ça aussi. Dans le style de reggae roots et autres. Très protectionnistes. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus rien à créer. Il y a une ouverture. Et la force que nous, on a, que le Jamaïcain n'a pas, c'est que moi, je peux chanter en anglais, comme le Jamaïcain. Mais le Jamaïcain ne peut pas chanter en baoulé ou en dida comme Spyro. C'est ce qui fait la différence entre moi et le Jamaïcain. Et je ne pourrais pas mieux chanter en anglais que le Jamaïcain. La seule différence qui fera entre le Jamaïcain et moi, c'est le fait que je puisse chanter dans sa langue et dans ma langue, mais que lui ne peut chanter qu'en anglais. Et en lui expliquant ta langue pour qu'il comprenne également. Oui, mais non, nous, on a cherché à comprendre ce qu'ils disent. Pourquoi est-ce que moi, je dois expliquer aux Jamaïcains? Il faut qu'ils fassent des efforts pour comprendre ce qu'on dit. Mais ils comprennent comment tu ne l'expliquais pas? Parce que moi, je ne comprends pas l'anglais, mais j'ai cherché à comprendre de quoi ils parlent dans l'anglais chanson. Donc, moi, je dois apprendre Dida. On est tous au même niveau. On est tous au même niveau. On a vu le festival à Birégé ici. Les Jamaïcains, ils sont venus. Morgan Heritage. Tous les artistes locaux, les ont déstabilisés. Parce que la seule chanson peut-être qu'on connaît dans l'album, c'est juste une chanson, mais nous, on est en contact permanent avec notre public, il y a la proximité. Et on maîtrise notre scène aussi. Et ils cherchent maintenant à comprendre de quoi on parle dans nos chansons. Ah oui, il y a des fans de pourquoi est-ce que c'est nous qui allons tout porter à rapidement. Très rapidement, la question c'est de savoir s'il pourra justement percer le marché international. Je dis qu'il y a des éléments de satisfaction qui sont déjà là. Il fait une musique internationale, le reggae, et en plus il a déjà écumé beaucoup de scènes internationales. Donc quelque part, il y a déjà cette ouverture-là, il y a déjà cet acquis-là. La deuxième chose, c'est qui sera un peu compliqué justement, c'est qu'il faut du temps, longtemps pour faire comprendre au public international la langue dans laquelle tu t'exprimes. C'est un véritable apprentissage qu'il faut leur inculquer au fur et à mesure et à répétition. C'est vrai que ça va prendre du temps, mais avec l'espoir, je pense que ça pourra se faire et puis Spyro pourra mieux vanter justement la langue de chez nous. C'est tout ce qu'on espère, hein, qu'il soit l'ambassadeur et notre porte-voix, Marie-Dominique. Et pour que ça marche, il faut qu'il chante en agneau. En attendant d'y être. Ça, c'est une réflexion mondiale. Allez, la question Maudia, nous y sommes. Découvrons le mot du jour. Peur. Peur. Oula. Alors, Spyro, tu chantes depuis pratiquement 15 ans. Ouais. D'accord. La preuve, ton premier album, tu le sors en 2008. C'est ça, hein, on y est. Tu continues d'ailleurs de sortir des œuvres et de collaborer avec d'autres chanteurs. Mais le constat que nous faisons, Spyro, constat que je fais aussi, c'est que les chanteurs et toi, les chanteurs reggae et toi de ta génération, vous donnez l'impression d'avoir peur d'affronter le palais de la culture. Pourquoi cette phobie de cette salle? Non, c'est pas une question de peur. Parce que si c'est la scène, on la maîtrise. Mais on n'est pas des promoteurs de spectacles. Chacun fait son boulot, comme je le dis. Et nous tous, on a envie d'affronter la scène du palais de la culture. Mais aujourd'hui, les conditions ne nous permettent pas de pouvoir jouer au palais de la culture. Pas parce qu'on n'a pas envie de jouer au palais de la culture. Moi, mon rêve, c'est de le jouer et de jouer au palais de la culture. La 1500 places, c'est la même capacité d'accueil que le Bataclan ou n'importe qui joue pas en France là-bas, ou le Casino de France et autres. Donc moi, si je joue à la 1500 places, j'aurais réussi le même pari. Mais moi, c'est une question de construction. Quand tu sens le besoin, ou tu sens que c'est le moment d'affronter la scène, tu le fais. Mais je ne suis pas le gars qui fait comme. Pas parce que lui, là, il a tenté que je vais partir. Il y a plein d'artistes comme ça qui ont fait ça et qui ont échoué. Qui ont voulu forcément affronter la 4000 scènes, la 4000 places, et qui ont échoué.
Et quand tu te sens prêt, pas parce que je ne suis pas prêt, côté prestation, côté scénique, ça, je n'ai aucun souci avec. Mais il faut souvent prendre le temps de pouvoir mieux se construire. Et puis quand tu sens le moment d'affronter la scène, tu le fais. Mais comme je l'ai dit, je travaille dans des conditions qui ne me conviennent pas. Parce que je ne travaille pas avec un staff. Et donc ça déjà, c'est un handicap pour moi. Mais quand j'ai un staff, tout ça, c'est des trucs qui se préparent. Et ce n'est pas le public qui manque. Mais c'est juste une question de construction. Mais au fur et à mesure, comme je dis là, plus on avance, plus il y a de l'expérience, plus on essaie de se construire. Et le moment va venir. Tu parlais de quelles conditions? D'avoir un staff, c'est ça? C'est juste ça, c'est ça qui te manque Oui, en fait. Ça, c'est la base. Si tu n'as pas un staff efficace, peu importe ton talent, tu ne pourras pas évoluer. Sauf le facteur chance qui va faire, et puis boum, ça décolle. Mais Spyro, tu participes à des spectacles, tu chantes, tu côtoies des grands chanteurs ici en Côte d'Ivoire, tu es connu, tu travailles, tu fais des prestations, tu chantes bien sûr dans des bars, dans des espaces ouverts de reggae. Oui. Tu n'as pas de contact, je ne sais pas moi, tu peux pas t'approcher de ces personnes-là pour savoir un peu comment elles bâtissent leur organisation et comment ça marche. C'est une question, hein, pour comprendre en fait comment ça marche. 15 ans quand même que tu chantes, 15 ans. Je côtoie tout le monde, j'ai cette chance-là d'être très proche d'Alpha Blondie, de Tikenja, de tout cela. Mais tu sais, quand on approche ces années, nous on essaie de savoir comment ça fonctionne. Mais ce n'est pas les mêmes époques, tu comprends? Et puis ce n'est pas les mêmes conditions. Aujourd'hui, en Europe, pas comme avant. Avant, tu vois, les festivals étaient subventionnés et donc il y avait des budgets pour pouvoir faire venir des artistes. Aujourd'hui, avec la crise économique, c'est compliqué. Donc même quand un artiste ici, même si Alpha même tu fais partie, c'est compliqué. Parce que ça demande d'autres budgets, ça demande beaucoup de conditions. Mais nous, on essaie chaque fois de les approcher pour qu'ils nous orientent en fait. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile. Ça, il faut le dire. Même en Europe aujourd'hui, si tu n'es pas sur place, c'est pas évident qu'aujourd'hui on te paye un billet d'avion avec toutes les conditions pour partir jouer là-bas. Ils préfèrent prendre un band sur place. Quand tu es sur place, et puis ça les arrange parce qu'il y a encore les tractations au niveau des frais de visa. C'est tellement compliqué. Donc, et ici aussi, là-bas en Europe, tu disais, comme tu es en train de le dire, il faut toute une organisation justement pour pouvoir y aller. Le problème de visa. Pas qu'en Europe, même ici. Même ici, justement, même ici. Et aujourd'hui, le constat en plus qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de concert reggae. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. On ne vous entend pas. Non, je dis des concerts au Palais de la Culture. Si ce sont des prestations en live dans des bars ou dans des espaces dédiés au reggae, il y en a à fusion même, à profusion même si tu veux, à foison. Mais un concert dédié... un concert populaire. Un concert populaire, merci Yves. Un concert populaire dédié au reggae, il n'y en a pas, Spyro. C'est clair que ça dépend pas de nous. Comment tu expliques cela? Ça ne dépend pas de nous. Je crois qu'il y a un gros souci aujourd'hui au niveau du système même. Tu vois, non? C'est pas parce qu'on n'a pas envie d'emporter la scène, pas parce qu'on n'a pas envie de faire des festivals de reggae. Il y a eu Abi Reggae qui a traîné du monde, on a fait des gros événements au Palais de la Culture. Et aujourd'hui, ils ont décidé de faire plus la promotion de la distraction que de l'éducation. Moi, je fais une musique... Qu'est-ce que tu appelles distraction? Oui, tout ce qui est dansant, tout et tout. Moi, je fais une musique d'éducation, d'élévation, qui s'appelle reggae music. Et donc, ça ne peut pas avoir... Tout ce qui est dansant, c'est pas de l'éducation? Non, je suis désolé. Je suis désolé, mais... Moi, je parle d'une musique d'éducation. Moi, je fais une musique qui est reggae music, qui conscientise, qui parle au nom du peuple, qui parle de tout ce qui est caramantage ou qui est négatif, tout. Donc, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va dans le studio à 14h, à 18h, un son, il dit IOA, et puis à Noali, ça fait danser. Tu dis que les chansons dansent. C'est quoi le genre musical que tu indexes ici? Un genre musical. Mais tu as déjà commencé, Spyro. Non, tu as commencé en disant que tu fais de la chanson, de la musique qui conscientise. Oui, mais je parle de moi. D'accord. Moi, je fais reggae music. Ok. C'est une musique d'éducation. Donc, le coupé décalé, c'est pas une musique d'éducation? En face, ce n'est pas. Ça, c'est toi qui le dis, c'est pas moi. Ah, mais il y a le coupé décalé en face, il y a le zouglou en face, il y a d'autres genres musicaux en face. Non, tu vas pas tirer sur coupé décalé parce que DJ Mix, il a de bons textes. Donc, qu'est-ce qui ne conscientise donc, pas alors? Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit. Il y a le système qui tue le reggae. Fin de la question maudite. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. On va sortir de ce plateau parce qu'on a un appel, c'est une surprise en même temps. En même temps, le gars, il va casser les papos. On ne sait pas de quel papo il parle, mais en tout cas, il est avec nous. Spyro est avec toi et il sera très heureux de t'entendre. Spyro, sur podium, il a cassé les draps. On va casser les papos. Voilà, le coran que vous voyez là, il est trop bien. Tu es fâché, transfert d'amour, d'unité, de paix, surtout de santé en cette année 2022. Awurukutu,
à Warakata, El Commandante Miracle Avion. Merci encore. Ah ouais, il a cassé les papous. Hein. C'est ça un coucou de Miracle Avion. Voilà. On remarque aussi que vous êtes très soudés. Hein, Bon, c'est ce qu'on voit de loin. Hein. Mais pourquoi tu as... non, belle précision. On voit avec le recul, il y a ce qu'on voit. Tout est beau de l'extérieur. Non, mais moi personnellement, j'ai cette chance-là d'être bien entouré. C'est-à-dire, la connexion est parfaite. Moi, je respecte tout le monde, que ce soit mes aînés ou la nouvelle génération, les petits frères qui viennent. Parce que je me dis, c'est ce qui fera, ce qui fera qu'on te donnera aussi ta valeur, tu comprends? Donc, j'ai cette chance-là d'être très proche d'Alpha, Tiken, Ismaël, Isaac, en tout cas, tous les vieux pères, même la nouvelle génération. Et ça se passe superbement bien, quoi. Et je suis le gars qui me partage déjà la scène. Vu que moi, j'ai la chance d'avoir un band, et donc, je partage toujours la scène avec la nouvelle génération, je coach d'autres. Donc, ça se passe superbement bien, quoi. Ça, c'est cette chance-là que j'ai. Mais ça ne veut pas dire que tout est complètement parfait dans tous les secteurs, dans tous les mouvements. Il y a toujours des graissements dedans. Forcément. Voilà, mais ça, c'est les trucs qui ne me regardent pas. Ça, c'est la vie privée des gens, la vie personnelle. Moi, cette chance-là, je l'ai parce que ça se passe nickel, quoi. D'accord. Allez, autre séquence à présent, vérité par l'image. Par l'image, on va te proposer simplement quelques portraits, quelques images d'artistes, de personnalités, de personnes qui sont peut-être proches ou pas de toi. Sans te poser des questions, tu dis ce qui vient de ton cœur, de sensibilité, ce que tu ressens, ce que tu penses. C'est bon? Ça marche. Allez, première image. Larry, c'était mon bon vieux père, en tout cas. C'était quelqu'un qui m'aimait énormément. Et je crois que son départ, ça a été un grand coup. Ça a été un grand coup parce que lorsqu'il était interné, il le voit, il nous a dit non, je reviens. Il a sorti un maxi single qui n'est pas vraiment sorti. J'ai eu l'exclusivité d'écouter le maxi, vu que moi j'animais sur la radio de Alpha. Et j'ai eu l'exclusivité, je devais le recevoir à la radio. Et puis la semaine qui a suivi, et puis il est parti. Donc, comme je dis, la chaîne n'est plus, mais l'esprit demeure, quoi. En tout cas, nous lui rendons hommage à travers ce clin d'œil et que son âme repose en paix. Comme vous le savez, par ici, sur notre chaîne, un artiste ne meurt jamais. C'est clair, oui. Autre portrait, autre image à présent. Ahmed, Ahmed Faras, comme on dit, c'est un bon grand dos. J'adore l'humilité d'Ahmed Faras. C'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui j'ai trop de respect. J'admire Ahmed parce que chaque fois que j'ai eu besoin de lui, il a été toujours présent, quoi. Et il n'a pas changé. Il est toujours resté égal à lui-même. Toujours conseil de grand frère, petit frère, tu vois. C'est le gars qui est très discret, qui n'aime pas trop s'afficher, il est dans son petit coin, tout et tout. Mais lui, il sait que j'ai beaucoup d'estime et de respect pour lui, quoi. C'est un bon vieux père. J'ai été toujours fier d'interpréter les chansons d'Ahmed, que tu vois, de Déni jusqu'à tout ce qui va avec. Pour nous, c'est un peu l'hymne national. En Côte d'Ivoire, ici, le Déni qui suit partout. Et ça, c'est l'un des rares morceaux où partout on joue, que ce soit dans une soirée découpée des calibres. C'est un standard. À l'unisson, tout le monde répond. Donc, pour moi, c'est un monument. Tu penses quoi de son engagement vis-à-vis des droits des artistes par le biais du Burida et tout, de ses prises de position, de son engagement, tout simplement? Je pense que c'est son droit. Et puis, c'est le droit de tout artiste de revendiquer. Et maintenant, le combat, chacun le mène à sa façon. Mais je pense que pour quelqu'un qui a de l'expérience comme Ahmed, il est important qu'il ait son mot à dire. Parce qu'il y a des gens qui sont battus, les Ahmedis Pierre sont battus pour qu'aujourd'hui le Burida existe. Il faut bien qu'une autre génération se batte pour que ça puisse profiter à la génération à venir. Tu le dis, chacun mène son combat de sa façon. Tu penses quoi de sa façon à lui? Non, je ne suis pas là, il ne peut pas juger sa manière de mener son combat. Est-ce que tu en penses? Pas juger, mais est-ce que tu en penses? Je pense qu'il dit tout haut ce que les autres pensent sous bas. Parce que nul ne peut ignorer qu'il y a beaucoup de problèmes au Burida. La preuve en est que les gens se plaignent tout le temps. Mais je ne peux pas juger sa manière de fonctionner. Comme je le dis, il y a des gens qui sont plus souples, il y a des gens qui sont plus directs. Et peut-être qu'on ne dit pas le positif de ce qu'il dit, on retient plus le côté qui est plus dur. Mais des fois, il faut taper pour que ça bouge, quoi. Tout à fait. Donc, mais je ne peux pas juger sa manière de fonctionner. Je pense que ce qu'on retient déjà, c'est que quand il tape là où il faut, les gens ils réagissent. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif dedans. Tout à fait. Autre image à présent, autre personnage. Je me rappelle en 2002, quand il est venu de Londres et qu'il a
décidé d'ouvrir le Parker Place. Moi, je venais d'intégrer le Kingston Gangsta d'ailleurs. Et il cherchait des chanteurs. Et il m'appelle, il me dit, il faut que je te voie. Et puis, on arrive au Parker Place. Et puis, il me montre, tu vois, c'était la solo, c'était tout nickel. Alors que nous, dans notre coin, Kingston, on jouait sur du matériel casserole, ça faut le dire. Mais c'était ça aussi qui plaisait au public. Nous, on était là, on jouait parce qu'on avait cette envie, cette passion-là. Et donc, je vois du matériel nickel. Et puis, il me dit, écoute, Spy, moi, je veux monter un band ici, donc je veux que tu viennes chanter au Parker Place. Ben, je lui ai dit que, écoute, merci de me faire cet honneur, mais j'ai déjà intégré le Kingston Gangsta. Avec la passion, l'amour du reggae, il a réussi à faire aujourd'hui du Parker Place l'un des temples de reggae. Ouais, carrément. Les meilleurs temples de reggae où les big stars jamaïcaines sont passés. Donc aujourd'hui, pour moi, je dis respect, quoi, tu vois. Et ce qui fait que nous, on a ce contrat moral-là, d'être toujours présent pour soutenir le Parker Place. Parce que si le Parker Place est notre maison mère, si le Parker Place n'existe plus, c'est comme si c'est une partie du reggae qui s'envole. Respect à ce grand promoteur culturel décédé en 2017. Ça date déjà, en avril 2017. Ça va vite, ça va très vite, ça va très vite. Allez, dernière image, dernier personnage également. Fada Aldé. Tu vois, comme je dis, j'ai beaucoup de chance parce que moi je l'appelle le père. J'ai la chance d'avoir tout cela autour de moi. C'est quelqu'un qui m'a adopté, quoi. Il m'appelle mon fils, je l'appelle le père. La connexion est bonne, parfaite. Chaque fois qu'on se voit, c'est la bonne ambiance. On aime bien rigoler ensemble, donc c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est quelqu'un que j'aime bien, qui se bat. Lui également est très engagé au Burida. Oui. Aujourd'hui, on ne dit pas de juger, mais oui, justement. Ils se sont battus, justement. Ils se sont plaints, maintenant ils sont à la tête. Oui, ils sont en train de travailler. On ne les entend plus se plaindre. Non, mais parce qu'aujourd'hui, il fait partie du comité qui est donc tout va bien. Donc, tu as plus se plaindre. Tout n'est pas parfait, mais il y a des actions positives. Et tu penses qu'il le montre véritablement? Non, pas Fada, parce qu'à lui seul, il ne pourra pas atteindre cet objectif. C'est la raison pour laquelle il y a Billy Didier, il y a plein d'une équipe qui est là, qui travaille. Mais je sais qu'il y a des résultats positifs qui sont là. Allez, on refermons la page Vérité par l'image et ouvrons bien sûr la dernière page de cette émission avec l'actualité de notre invité. On parlait de ce single Naya Kimi. Oui, ça fait un moment que notre artiste n'était pas sorti avec un projet. C'est chose faite depuis décembre. J'avais entre-temps fait des singles, mais j'avais fait des singles en plein corona, pour sensibiliser. Un single de sensibilisation. Voilà. Mais entre-temps, j'ai posé aussi des projets, mais qui sont sortis en Europe. En fait. D'accord. À quoi répond ce projet de Naya Kimi sans ce Je suis en train de préparer mon album. D'ailleurs, même cette semaine, je pars au Sénégal. Pour tout le mois de janvier pour aller préparer mon album. Si tu veux, c'est un maxi single que j'ai fait. D'accord. On a juste tiré Naya Kimi pour le balancer. Et on a hâte de découvrir cet album. Par ricochet, on profite pour te souhaiter déjà tout le meilleur pour cette année 2022. Déjà avec Naya Kimi, que ce soit le début d'un succès incommensurable qui te portera sur les scènes du monde entier. Ah ouais, Madison Square, Wembley. Faut pas faire les chiffres. Paris Accor Arena, un peu partout. Voilà. Le Daplo. Et puis après, on parle à Kitty. Allez, sans plus attendre, les résultats du sondage à la question suivante. Spyro a-t-il les moyens ou peut-il conquérir le marché international en proposant un reggae avec des titres chantés principalement en langue? Vous avez été nombreux à répondre et à 52%, vous avez répondu oui. Oui, il a les moyens de percer ce marché international, selon vous. Et on va rester sur cette note d'espoir. Merci infiniment, Spyro, d'être passé. Et puis, ton mot de fin à l'endroit des mélomanes, des aficionados du reggae, des téléspectateurs, de ceux qui nous suivent. Infiniment merci. Comme tu l'as dit, c'est la maison. C'est toujours un honneur pour nous d'être là. Et puis, c'est vrai que c'est la première fois que j'arrive ici. Mais en tout cas, tu es le bienvenu et tu seras encore le bienvenu. Et nous, je souhaite bonne continuation à toute l'équipe et puis plus d'inspiration et puis plus d'innovation et puis qu'on retienne que le positif dedans. C'est le plus important. C'est le plus important. En tout cas, merci encore à vous. Merci à vous. Merci infiniment à Spyro. Et sache que nous, on te voue un respect qui est très sincère et on reconnaît le talent que tu as pour le reggae ivoirien, pour la musique ivoirienne et pour la culture. Merci infiniment. Et d'ailleurs, reviens quand tu veux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe Plateau du Jour, Annie France, Marie-Dominique, Yann Cédric et téléspectateurs internautes du monde entier. Continuez à nous suivre. Indéfectible et indémodable téléspectateurs. On sera encore chez vous, vous le savez. Demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Le reste suivra. D'ici là, passez une bonne soirée sur les antennes de la 3. Il n'y a que de l'amour par ici. Constatez-le, regardez-le même.